Saint-Maur-en-Poche, édition 2016, placée sous le règne, j'allais dire presque carrément de la reine d'Angleterre. Alors vous l'avez vu déambuler dans les allées du salon. Et on m'a proposé de faire quelques petites conférences, quelques petites tables rondes sur le thème de l'Angleterre. Et quand on pense Angleterre, on pense polar, bien entendu, et surtout époque victorienne. Donc là, le thème, c'est « J'adore le polar victorien ». Pour refixer les idées un petit peu, ce qu'on appelle l'époque victorienne, eh bien, ce sont les années qui s'étendent de 1837 à 1901, et ça correspond tout simplement au règne de la reine Victoria Ier. Et dans cette période de 1837 à 1901, enfin ça a commencé un petit peu avant, on a eu des Dickens, on a eu des Conan Doyle, on a eu les Sœurs Brontë, mais on a eu aussi des personnages réels ou fictifs qui sont Jack l'Éventreur, Sherlock Holmes, Elephant Man, Mr. Jekyll et Dr. Hyde, à moins que ce soit l'inverse. Enfin bref, toute une pléthore, toute une galerie de personnages qui nous ont fait rêver, fantasmer, et qui continuent à nous faire rêver, fantasmer. Et ce polar victorien, bien sûr, il est incarné aujourd'hui par Anne Perry. C'est elle qui a écrit le plus, peut-être 30 ou 40 polars sur cette période-là. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a des auteurs tout à fait français qui se passionnent pour cette période-là et qui sont justement, ça tombe bien, regardez comme les choses sont bien faites, qui sont avec nous sur ce plateau, à savoir Gaël Perrin-Guyet, qui vient juste de sortir aux éditions Fleurs Sauvages un excellent polar, thriller holmésien, j'allais dire. Il n'y a pas Sherlock Holmes, mais au moins il y a la période victorienne. Ça s'appelle Soul of London. On va commencer par elle et lui poser une question. Et juste après, on parlera aussi avec Gilles Bornet, qui lui n'en est pas à son coup d'essai non plus, et qui vient de sortir un autre polar aussi victorien qui s'appelle Le Diable de Glasgow. La première question, ça sera pour vous, Gaël. Comment aujourd'hui, en 2016, en France, on se passionne pour le polar victorien, pour cette époque victorienne? Parce que vous avez fait 4 polars avant celui-là, dans un style complètement différent, et là vous changez de style, c'est presque méconnaissable. On dirait que c'est Conan Doyle qui écrit. Pourquoi cette passion pour l'Angleterre victorienne? C'est une époque qui est tellement contradictoire en fait dans son économie, dans ses relations sociales, qu'au final on peut trouver en tant qu'auteur des sources d'inspiration énormes. Il y a un romantisme, il y a en même temps la pauvreté qui était à Londres, dans les rues de Londres à cette époque-là. Il y a une ambiance aussi de l'époque victorienne, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau de tout ce qu'on peut savoir sur la révolution industrielle qui a commencé à cette époque-là. Donc c'est très riche comme époque, donc je trouvais que dans un roman ça pouvait être super intéressant à développer. Vous connaissiez déjà Londres, l'Angleterre, vous êtes baladé, ou comment est-ce que vous vous êtes renseigné ou documenté pour écrire ce polar? On y est, on a vraiment l'impression d'y être, on se balade dans les rues, on se dit mais c'est pas possible, elle est née là quoi. C'est gentil, merci. En fait, j'ai beaucoup regardé des séries télé aussi qui sont actuellement, qui reviennent à la mode, notamment Reaper Street, qui est une très très bonne série. Il y a toutes les Sherlock Holmes qui ressortent aussi actuellement. La littérature d'époque, comme tu l'as dit juste au début, donc au niveau de tout ce qui est roman de Sherlock Holmes, et Oliver Twist, donc tout ce qui est Dickens, ces choses-là, qui donnent des renseignements effectivement très précis de l'époque puisqu'ils ont été écrits donc, dans ces années-là. C'est là-dessus que j'ai essentiellement basé ma documentation, puis j'ai été aidée par des amis qui m'ont transmis des thèses donc, sur cette époque. Et voilà, donc au niveau de la documentation, je n'ai pas été en Angleterre depuis maintenant 25 ans, et j'y serai la semaine prochaine. Donc on va retourner sur les terrains. C'est plutôt réussi pour quelqu'un qui n'est pas allé en Angleterre depuis 25 ans. Merci. Une belle intrigue en tout cas. J'ai envie de poser une autre question maintenant à Gilles Bornet, qui lui aussi écrit du polar et du polar victorien et pas que depuis pas mal d'années. Comment c'est venu chez vous, Gilles Bornet? Au départ, il faut dire que vous êtes un champion de natation, entraîneur de natation, et vous avez l'habitude de naviguer en eau trouble, c'est ça l'histoire? Je m'attends. Alors, excusez-moi, j'ai ma voix qui est un peu éraillée à cause des conditions atmosphériques d'hier, mais je vais faire pour le mieux. La natation n'a rien à voir dans cette histoire, encore que j'avais écrit tout au début, en 96-97, un premier roman dont le titre était « Du calme dans le jeu de boules ». J'ai bien dit « Du calme dans le jeu de boules », qui n'avait rien à voir avec Le Diable de Glasgow. C'était un roman qui se passait dans les milieux du journalisme et du sport, parce que j'étais beaucoup dans les milieux du sport à cette époque. Et c'est un roman qui n'avait aucune qualité. Aucun éditeur n'en a voulu. Et donc, il est encore dans mes tiroirs. Ça ne vaut rien. Et donc, le deuxième, je me suis dit, il va falloir que je fasse autre chose.
Donc le deuxième, je me suis dit, je vais faire un roman que j'aimerais lire. Et ce que j'aimais lire à l'époque, c'était Dickens, c'était Edgar Poe, c'était Conan Doyle. Donc je me suis dit, je vais faire l'inverse de ce que j'avais fait la première fois. La première fois, j'avais fait ce que je connaissais. Visiblement, ce que je connaissais n'intéressait personne. C'est comme ça. Donc j'ai fait quelque chose que je ne connaissais pas. C'était Glasgow. Alors au début, c'était pas Glasgow d'ailleurs. Je voulais quelque chose, je voulais foutre le paquet sur le mystère. Donc je me suis dit, il faut que je mette le paquet sur le mystère. Et pour moi, le mystère, c'était soit l'Oural, il fallait que ça se passe dans l'Oural, soit dans les Carpates, soit en Écosse. Pour moi, les 3 régions les plus mystérieuses du monde, moi qui n'avais pas voyagé, hein, je n'avais jamais dépassé la porte d'Orléans. C'était votre imaginaire, c'était ça. Ah, j'avais de l'imaginaire, moi. Et donc, alors j'ai peur en avion, j'aime pas les voyages et j'ai une petite santé. Donc ça se voit, ça s'entend. Et donc je me suis dit, je vais donc aller en Écosse, c'est moins loin. Et puis en Oural, je ne le sentais pas, les Carpates, j'ai l'impression que ça avait déjà été fait. Donc j'ai pris l'avion, je me suis posé à Glasgow. Et mon premier hôtel, il était à côté du Loch Ness. J'étais jamais allé en Écosse, hein. J'aime pas les voyages. Et j'ai commencé à écrire Le Diable de Glasgow dans un pub à Inverness. Et c'est vrai que l'Écosse m'a complètement inspiré. Et j'y suis resté 2 semaines. Et j'y suis retourné. Et j'ai trouvé plein de documentation là-bas. Et là, en plus, alors je vais vous faire rire parce que ma vie est une longue suite de malchance. Le roman Le Diable de Glasgow, il a été refusé par 28 éditeurs. On me disait, alors le premier, il avait été refusé par l'ensemble de la profession, je crois qu'il avait créé un syndicat pour refuser mon manuscrit. Le deuxième, il a été refusé individuellement par 28 éditeurs. Et le 29e, d'ailleurs, on n'en voulait pas. Il a fallu que je signe un contrat pour un autre roman à la série noire. Et à ce moment-là, un qui était un peu plus rapide que les autres a dit, il y a peut-être un truc à faire avec un roman qu'il a fait avant, qu'il m'avait envoyé, qui prenait de la poussière sur une étagère. Et donc, il m'a édité Le Diable de Glasgow, qui a eu un prix par la Griffe Noire en 2001. Et c'est Gérard Collard qui a lancé le livre, en fait. Et là, la version que vous avez, c'est la 4e réédition qui vient d'être éditée il y a 2 mois. Et le livre a très bien marché. Et en fait, j'ai parlé de ce que je ne connaissais absolument pas. Enfin, sauf que je l'ai connu, évidemment, forcément, en allant à Glasgow. Je me suis documenté, j'ai eu plein de chance. J'ai communiqué, je disais tout à l'heure, avec une écrivain anglaise, écossaise, qui m'a donné plein de tuyaux sur plein de choses. J'ai lu beaucoup. Et ça a fait Le Diable de Glasgow. Et après, comme ça a marché, j'en ai fait 4 autres. Et là, je suis en train d'en faire un autre qui s'appelle Loch Ness. Bon voilà, pour quelqu'un qui pouvait pas être édité. Alors si ça peut vous consoler, une certaine J.K. Rowling, personne ne voulait l'éditer non plus. Non. On sait où elle en est maintenant. Donc tout est possible. Alors je vais rester encore une petite seconde avec vous et ensuite on vous repassera la parole à Gaël. Vous avez évoqué l'Écosse, vous avez évoqué les Carpates. Tout ça, ça fait penser un petit peu à quelque chose d'un peu fantastique, un petit peu qui sort un petit peu paranormal, je dirais. Et l'Angleterre victorienne, justement, à cette époque-là, on se targuait de convoquer les esprits des morts, de faire tourner les tables, et même les scientifiques de l'époque, même Conan Doyle lui-même, le père de Sherlock Holmes, était un fan de spiritisme, et il a écrit d'ailleurs l'encyclopédie du spiritisme, c'est pas pour rien. Et donc, est-ce que le côté fantastique ou paranormal est lié à cette époque-là aussi, et vous inspire dans votre écriture? Alors, sur Le Diable de Glasgow, précisément, c'est plutôt le côté les légendes. En Écosse, je me suis beaucoup intéressé aux légendes, parce qu'il y en a beaucoup. C'est des légendes qui sont nées après toutes les bagarres qu'il y a eu, toutes les batailles qu'il y a eu entre les Anglais et les Écossais. Donc ça a fabriqué des tonnes de légendes qui sont très vivaces encore, avec les histoires de clans, les histoires de survivance, bon voilà. Et puis il y a d'autres choses, parce que c'était complètement dans l'imaginaire quand j'ai commencé à écrire ce livre. Moi, je voulais des landes brumeuses. J'ai dit, où ailleurs qu'en Écosse trouverais-je des landes plus brumeuses que ça? Donc je suis allé en Écosse. Il y avait vraiment des landes brumeuses en Écosse. Ça brume, l'Écosse. Et donc, il y avait des landes brumeuses. Il me fallait aussi des personnages avec des sales têtes. Et pas mal d'Écossais ont des sales têtes. Et donc... Chers amis écossais, si vous nous écoutez... Oui, non, mais j'ai dit pas mal, pas tous, hein, d'ailleurs. Non. Mais enfin, quand même. Bon. Non, mais... Bon. Et donc là-bas, j'ai trouvé des landes brumeuses, j'ai trouvé des tavernes avec des types avec des salles. J'ai tout trouvé aussi bien que j'avais pu l'imaginer. Et ça m'a... Et partout où va l'enquêteur dans cette histoire de Diable de Glasgow, il va dans les Highlands, il va jusqu'à Oban. J'ai fait tout le circuit. Je vais pas passer la journée. Les enfants, taisez-vous. Ah ben non, c'est déjà difficile. Et donc, en fait,
ce que j'ai trouvé, c'était un imaginaire qui existait et ça m'a vraiment inspiré. Voilà, compte tenu du fait que notre ami a visiblement 42 fièvres et qu'il n'a plus de voix, ceci étant lié à cela, je vais repasser le micro donc à Gaël. Quand on lit votre livre, d'ailleurs je vous en demanderai pour tout le monde de faire le pitch, mais très rapidement de quoi ça parle, voilà, on a un sentiment que le seul héros de cet ouvrage, c'est la ville elle-même. Ça pourrait se passer, n'importe quelle intrigue, je dirais, pourrait se passer ailleurs, ça n'aurait pas le même impact. Ça se passe à Londres, ça change tout. Peut-être 2 mots pour résumer l'intrigue, mais très vite. 2 mots pour résumer une intrigue, c'est compliqué. 3 alors. S'il te plaît, merci. C'est un flic qui a eu un accident de fiacre, donc effectivement, il y en avait beaucoup à l'époque. Qui est relégué aux affaires de chiens écrasés et qui justement là ils sont pas écrasés mais ils sont retrouvés dans les sous-sols du métro qui est tout neuf mais qui est un véritable gruyère, un peu comme à Paris d'ailleurs, et qui va retrouver ces chiens qui ont été à qui on a ôté le cerveau. Donc il va enquêter sur ces crimes-là. En parallèle, il a une jeune femme qui va faire appel à ses services puisque ses collègues n'ont pas résolu la mort de sa sœur et qu'elle ne tient pas à ce que le dossier soit clos. Donc il va être sur ces 2 affaires en parallèle et effectivement, ailleurs qu'à Londres, ça ne marcherait pas. Puisque Londres est vraiment un personnage à part entière, puisqu'il y a les sous-sols du métro qui sont typiques de Londres. Il y a ces petites ruelles aussi un petit peu de partout et il y a aussi des phénomènes comme la création des gares de métro, où on détruisait les maisons pour construire des nouvelles gares de métro à l'époque. Et sans ça, le bouquin ne marcherait pas. L'histoire ne marcherait pas, et même l'époque ne marcherait pas sans tout ça, effectivement, si on... Le personnage central, c'est Londres. On en revient à cette histoire-là. C'est Londres, c'est ses habitants qui la composent, c'est son histoire. Ses différences, ses contradictions les uns avec les autres, la religion, la science, tout ça qui s'oppose. Et oui, ça ne marcherait pas à Paris, ça ne marcherait pas à Lisbonne, ça ne marcherait pas ailleurs. Vous parlez aussi d'une ville, d'un univers de contraste qu'on voit très très bien dans votre livre. À savoir, on disait que l'Angleterre victorienne, c'était l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. C'est-à-dire qu'on pouvait partir de Londres et aller jusqu'en Inde ou au-delà. Et on était toujours en Angleterre, toujours dans l'empire anglais. Et il y avait toujours le soleil. Donc voilà, c'était une richesse, une puissance absolument énorme. Et à côté de ça, dans son sein, dans sa capitale, il y avait l'East End et le West End. L'East End où il y avait 50% de mortalité des enfants au-dessous de 3 ou 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté de la ville, le West End, qui lui était richissime et qui connaissait pas et qui comprenait même pas les problèmes de ce prolétariat de l'époque. Donc c'est la ville qui crée presque l'ambiance et le climat et l'intrigue elle-même, quoi. Alors le personnage lui-même, comment il est né, d'où ça sort? J'avais envie d'un personnage un peu atypique, de quelqu'un qui soit fragile mais pas non plus tomber dans le cliché d'un policier alcoolique ou quoi que ce soit. C'est un homme qui est plein d'ombre, qui est plein de contradictions lui aussi, donc en raccord avec la ville dans laquelle il vit. C'est un homme qui a des convictions, qui a du respect pour ses semblables et qui lui comprend effectivement justement les gens qui sont différents. Et parce qu'il est lui-même différent au final. Il vit dans une partie de la ville qui est privilégiée, mais en même temps il est un peu au rebut par rapport à ses collègues qui eux peuvent cavaler après les Il a un petit voleurs, handicap. Pardon ? Il a un petit handicap. Il a un petit handicap physique qui du coup lui donne effectivement une compréhension de... C'est quoi le handicap ? Il boite. Bon, voilà. Et votre flic, il est comment, Gilles Bornet ? Alors on n'a pas fait exprès, mais il boite aussi. Bon, il boite aussi. Je voulais en venir à ça. Alors, c'est quand même assez incroyable. Vous avez trouvé des personnages un peu déviants, finalement. Alors moi, je l'ai écrit en 98, hein, donc... bon, et bref. Alors, moi, mon héros, en fait, c'est un inspecteur de Scotland Yard qui est un ancien malfrat. Donc, qui était malfrat, qui est devenu, en fait, inspecteur à Scotland Yard parce qu'il était vraiment menacé de mort par Scotland Yard, en fait. Et sa mère en était devenue alcoolique. Et en fait, c'est pour sauver sa mère qu'il est devenu policier. Et un petit peu plus tard, son père va être tué. Il va revenir habiter chez sa mère à Londres, dans un quartier pauvre, près de Whitechapel d'ailleurs. Et donc, cette enfance qu'il a passée à être un petit malfrat, évidemment, est omniprésente dans son action de policier. D'ailleurs, il est assez peu apprécié, et lui apprécie assez peu les autres policiers de Scotland Yard, puisqu'il n'a pas du tout les mêmes méthodes. Il n'en a pas d'ailleurs de méthode. Alors, il est plutôt petit, il a des gros bras très forts, il a une sale tête avec une balafre, il boite,
il boit jamais d'alcool. Il a une copine qui s'appelle Millie, qui est entraîneuse dans un cabaret et qui le trompe beaucoup parce qu'il souffre beaucoup, parce que les femmes font souffrir les hommes. Enfin bon, c'est autre chose. Mais quand même, on peut en parler. L'amour n'est pas un jeu. Enfin bon. Et donc, il souffre beaucoup. Et quand il part, en fait, pour enquêter en Écosse, parce qu'à l'époque, Scotland Yard allait aider les polices locales lorsqu'elles ne se sortaient pas d'une affaire, il part là-bas, il laisse sa copine, qu'il soupçonne de se fricoter avec un type et de vouloir partir en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Et donc il est un peu, il est contrit. Il est contrit. Et donc il part en Écosse en souhaitant résoudre au plus vite cette affaire. Alors c'est quoi l'affaire ? C'est qu'il y a eu un lord et son jardinier qui ont été tués. Bon, c'est une affaire assez banale, sauf qu'ils ont été tués et qu'on retrouve sur eux une trace, une blessure qui est remplie de rouille, comme si l'arme qui les avait tués était une arme rouillée. Donc c'est assez étrange. Et ce crime ressemble beaucoup à plusieurs crimes qui ont été commis exactement de la même manière, une année avant, 10 années avant, 50 années avant, 100 années avant. Et en fait, les témoins qui ont assisté, qui ont pu voir qui était l'assassin, décrivent à peu près tous une personne semblable. Stop, c'est trop. C'est déjà trop. Si vous voulez avoir la suite, le mieux, ça sera d'aller voir Gilles Bornet directement en dédicace, puisqu'il est là sur le salon. Et puis, il faut l'arrêter, malheureusement, cette petite conférence. C'est pour ça que je t'ai arrêté et je t'ai coupé la parole. Donc, il a écrit, Gilles Bornet, mais pas que, hein, Le Diable de Glasgow. Je vous assure, c'est vraiment une petite merveille. Vous êtes dedans, vous êtes vraiment en immersion complètement. Je l'avais déjà chroniqué sur une autre radio ou télé, je me souviens plus, mais à plusieurs reprises, j'ai vraiment adoré. Donc, Gilles Bornet, Le Diable de Glasgow. Profitez-en évidemment pour découvrir ses autres livres. Le coup de cœur du moment plus récent, mais avec un flic qui boite aussi, c'est comme ça, hein, c'est la loi du genre, c'est Gaëlle Perrin-Guyet qui vient de sortir elle aussi un polar victorien vraiment flamboyant que j'ai adoré. Ça s'appelle The Soul of London. On pouvait pas mieux trouver trouver un meilleur titre que ça, Gaëlle, parce que c'est vraiment l'âme de Londres. Et j'enchaîne sur justement un bouquin qui sort un petit peu du cadre des deux personnes que je reçois aujourd'hui, mais qui est vraiment toute l'âme de Londres est là-dedans. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Londres, vous connaissez ça, la biographie de Londres de Peter Ackroyd, c'est absolument dément ce bouquin, c'est une encyclopédie, c'est toute l'histoire de Londres racontée à travers le temps, donc depuis la préhistoire pratiquement jusqu'au temps moderne, en prenant des thématiques incroyables qui sont le brouillard. Comment traiter du brouillard depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque actuelle, comment traiter de l'alcoolisme, de la prostitution, je sais pas quoi, moi, des crimes, enfin voilà, tout y est. Et puis, comme charité bien ordonnée commence par soi-même et que je suis à la fois... Oui, ça va, permettez, j'existe aussi. J'ai aussi écrit quelques polars victoriens, c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé de faire ce petit débat. Ça s'appelle Duel en enfer, donc chez Bob Garcia. C'est publié, je sais plus, celui-là c'est J'ai lu, voilà, tout simplement. Et l'autre c'est Le Testament de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est mort, mais il est tellement balèze comme détective que même mort, il arrive à déduire qui est l'assassin à titre posthume. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous propose de venir nous retrouver sur nos stands de dédicaces. Merci à vous.